Voilà. Donc la lumière est revenue. On va pouvoir commencer. Et donc, bienvenue à tous. Un grand merci à l'AGM pour organiser cette soirée sur le développement durable avec des aspects théoriques et des aspects pratiques. Donc, certains d'entre vous me connaissent peut-être. Mon nom est Philippe Barret, je suis professeur à la faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale. Et on m'a demandé d'animer le débat ce soir. Et donc, je vous propose de ne pas perdre de temps et de vous présenter rapidement les deux invités. Donc, en fait, ce soir, nous allons accueillir à la fois un témoignage sur une initiative pratique, surtout, et ensuite un regard plus théorique ou une discussion aussi sur les perspectives que ça peut apporter. Et donc, au niveau pratique, on a la grande chance ce soir d'avoir M. Girac, qui nous a rejoint, qui vient du Luxembourg, du Grand-Duché de Luxembourg, et qui est bourgmestre d'une commune qui s'appelle Beckerich et qui est considérée comme un exemple de commune écologique. Et donc, il va nous expliquer comment ça se passe dans sa commune, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour pratiquer le développement durable. Je sais que ça va faire des jaloux, M. Beckerich est bourgmestre de sa commune depuis 21 ans. Et donc, Monsieur Girard, maintenant il devient Monsieur Beckerich. Monsieur Girard est bourgmestre de sa commune depuis 21 ans, ce qui montre que le développement durable peut assurer une bonne longévité aux élus. Pour lui répondre, nous aurons la chance d'écouter Christian Berger, qui est professeur chez nous, qui travaille à la chaire d'éthique, la chaire ouverte, la chaire d'éthique économique, et qui est non seulement un chercheur, un très bon chercheur, mais aussi est engagé dans une réflexion sur la transition vers un autre modèle de société. Je pense que c'est surtout à ce titre-là qu'il participe au débat ce soir. Il a écrit 2 livres, enfin il a écrit plus que 2 livres, mais 2 livres qui sont assez connus et qui résonnent l'un avec l'autre. L'un qui s'appelle Critique de l'existence capitaliste et l'autre qui s'appelle Éthique de l'existence post-capitaliste. Et donc, je vous recommande ces livres. Enfin, moi, j'ai lu le premier pour le moment, je n'ai pas encore lu le deuxième. Mais je vais rattraper mon temps. Alors, ceci étant dit... Ah, mais voilà, nous deux, on a tout lu. Ceci étant dit, on vous propose la formule suivante pour le débat. D'abord, on va travailler dans un cadre relativement informel, vous l'avez compris. Donc, Christian va faire une première présentation, un cadrage un petit peu du concept de développement durable pendant 10 minutes. Puis nous donnerons la parole à M. Girac qui, pendant une quarantaine de minutes, va nous présenter justement la mise en pratique des concepts de développement durable dans sa commune, en s'aidant notamment d'un PowerPoint. Et puis, il y aura une réponse par Christian, bref, et ensuite, ce sera vraiment avec plaisir qu'on vous donnera la parole pour une série de questions, avec comme objectif de terminer pour que les plus durables d'entre vous puissent prendre le train de 10h30. Voilà. Je vais passer directement la parole à Christian pour l'introduction. Merci Philippe. Bonsoir à tout le monde. Alors, faire le point sur la notion de développement durable en 10 minutes, ça c'est vraiment, je crois, un peu trop demandé. Je vais pas répondre à ce critère-là, mais je vais simplement essayer d'introduire l'intervention de M. Girard avec effectivement un arrière-fond un peu plus, pas mal plus théorique. Moi je ne suis pas bourgmestre de commune, donc je n'ai pas d'expérience empirique de longue date sur ces questions-là. Par contre, je peux vous faire part de ma réflexion sur les concepts qui sont en jeu. Je crois qu'il faut reconnaître dès le départ que, bien entendu, l'économie n'est pas quelque chose d'optionnel. N'importe quelle économie a pour fonction de produire et de socialiser un surplus. Et sans cela, il n'y a pas de société possible, quasiment. Je vous dis tout de suite, ça ne veut pas dire que la seule façon de produire et de socialiser un surplus soit le capitalisme. Je le dis tout de suite pour ceux qui ne s'en douteraient pas. Alors, c'est clair que, de façon incontestable, l'un des concepts de base de toute économie, c'est le rendement. C'est-à-dire que la valeur d'usage de ce qui est produit, c'est-à-dire ce que les choses produites permettent de faire, de réaliser, de vivre, doit excéder suffisamment la valeur d'usage de ce qui a été mis au départ, des inputs, des intrants.
Et en fait, l'idée de progrès économique, elle est basée sur cette espèce de ligne de crête qu'on doit sans arrêt conserver. Il faut un surplus qui soit produit et socialisé d'une façon non destructrice. Si on détruit la nature, les hommes, etc., en produisant, en socialisant surplus, ça ne va pas. Et de façon aussi non déstructurante. En tout cas, s'il y a des changements de structure, ça doit être suffisamment lent pour être assimilable et vivable. Que ce soit au plan écologique, bien sûr, mais aussi au plan socioculturel ou au plan anthropologique, au plan humain. Donc, il nous faut une notion de rendement économique, mais un rendement économique qui soit compatible avec des impératifs dits de soutenabilité environnementale, mais aussi socioculturelle et humaine. Et voilà déjà que, évidemment, nos difficultés commencent, parce qu'il n'y a absolument aucun consensus à propos de ce que signifie l'adjectif soutenable ou le substantif soutenabilité. Le seul domaine où on essaye pour l'instant d'avancer des critères un tant soit peu objectifs de soutenabilité, c'est celui des sciences du climat et plus largement des sciences, je dirais, atmosphériques de la durabilité. Et c'est devenu une évidence, bien entendu, et tous les militants environnementalistes en appellent aujourd'hui à des normes globales d'émissions pour diverses substances chimiques qui influent sur l'équilibre de la biosphère. Alors, ce qui est frappant, c'est que même cette évidence-là est extrêmement contestée par toute une série d'acteurs influents, que ce soit des entreprises, mais bien entendu aussi des États, qui se cabrent contre les évidences de la soutenabilité environnementale. Pourquoi? Parce qu'ils voient très bien qu'elle ne représente que la portion émergée de l'iceberg, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. À leurs yeux, perdre la bataille du climat, qui à nos yeux serait vraiment gagner la bataille du climat, mais pour toute une série d'acteurs, il s'agit d'une perte, ça serait devoir admettre qu'en dessous vont se poser ensuite des questions bien plus redoutables encore, des questions sur ce que signifierait la soutenabilité socioculturelle, la soutenabilité politique, la soutenabilité anthropologique. Question que certains d'entre vous le savent sûrement, l'écologie politique a toujours considérée comme inséparable des enjeux environnementaux. Question qui met directement en cause la manière, précisément, dont nous produisons et nous socialisons les surplus économiques aujourd'hui. Et cette manière, je le dis tout de suite, pour éviter les confusions idéologiques et les écrans de fumée, la manière dont nous produisons et socialisons aujourd'hui les surplus économiques, ce n'est pas simplement l'économie de marché, on le dit si souvent, c'est bien le capitalisme, en tant qu'une variante particulière, une variante à mes yeux extrême, surpuissante, très performante à certains égards, mais donc en même temps extrêmement dangereuse d'une économie de marché. Ce n'est pas n'importe quelle économie de marché, et le capitalisme n'est pas simplement une économie avec des marchés. C'est beaucoup plus que ça, bien entendu, je ne peux pas rentrer là-dedans maintenant, mais on pourra en rediscuter. Vous voyez bien qu'il s'agit d'une manière extrêmement particulière et spécifique de produire des surplus économiques et de les socialiser. Une économie avec marché, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des marchés, il en faudra toujours. La place du marché dans une petite ville ou dans un village, c'est souvent, même quand elle est vide, mais a fortiori quand elle est en activité, c'est l'un des lieux de vie les plus touchants, hein, où il y a des gestes qui s'effectuent, des liens qui se forgent. Et alors, il est évidemment bien triste, quelquefois, d'apprendre que pour survivre, n'est-ce pas, Monsieur Girard, pour survivre au supermarché tout proche, notre petit maraîcher a dû, sans qu'on le sache souvent, parce que ça ne se voit pas forcément sur son étalage, mais a dû se vendre à des grands distributeurs de fruits et légumes qui, eux, s'approvisionnent sur la planète entière, qui dévastent la nature et les sociétés locales et qui, éventuellement, soutiennent même financièrement, directement ou indirectement, l'une ou l'autre dictature. Je crois que le projet de la soutenabilité dans la production et dans la socialisation des surplus économiques, à mes yeux, il est inséparable aujourd'hui de la réflexion de fond sur le non-capitalisme.
c'est-à-dire, dans notre situation actuelle, une réflexion sur les mécanismes qu'on pourrait mettre en place pour passer à des modes de production, de socialisation et de consommation post-capitalistes. Il s'agit bien d'une transition à mettre en place avec toutes les difficultés qu'elle présente. Et clairement, dans des démocraties qui se prétendent dignes de ce nom, personne ne doit pouvoir décréter de façon univoque, de façon autoritaire, le contenu de ce que serait le non-capitalisme. Ce qu'il ne faut surtout pas ressusciter aujourd'hui, ce sont les vieux modèles révolutionnaires. Ils sont révolus, c'est le cas de le dire, et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, à partir d'un point de départ commun, qui est une critique lucide du système en place, va devoir s'ouvrir une pluralité de chemins. On va en parler d'un aujourd'hui, ce soir, extrêmement développé et intéressant. Actuellement, nous sommes dans une mono-économie non soutenable, pour le dire brièvement, et il faut qu'à cela succède une pluriéconomie qui soit faite d'un réseau d'initiatives diversement soutenables, pas nécessairement toutes selon le même critère, mais avec des exigences extrêmement fortes, aussi bien au niveau environnemental qu'au niveau humain et socioculturel. Des expérimentations alternatives qui, au lieu d'être moquées, raillées, comme c'est bien souvent le cas, comme des exceptions, ou même, chose que j'ai déjà entendue à certaines conférences que je donnais, des 12 utopies de bisounours, eh bien, ces expérimentations alternatives devraient, dans des sociétés qui se prétendent des démocraties, devraient être soutenues publiquement au nom même de deux principes qui sont censés être au cœur de nos démocraties, c'est-à-dire l'égalité des chances et la non-discrimination. Nous sommes aujourd'hui à un stade où le fait que la majorité des citoyens, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas sécurisés financièrement, qu'ils n'ont pas des droits facilement transférables, n'ont pas la possibilité, même s'ils le désirent, de faire le pas vers un mode de vie soutenable. Ça, pour moi, aujourd'hui, ça relève de la violation de l'égalité des chances. L'égalité des chances, ce n'est pas simplement pouvoir participer à égalité avec tout le monde à la logique du capitalisme, c'est bien plus que ça, c'est la possibilité de choisir son mode de vie économique, compris, et c'est aussi une violation du principe de non-discrimination. J'irais jusqu'à dire que, dans le domaine des entreprises, par exemple, on peut affirmer que les entreprises capitalistes aujourd'hui, avec le mode d'organisation qu'elles ont, font de la concurrence déloyale aux coopératives, notamment. Et cette idée, il faut renverser une série de concepts pour comprendre quelles seraient les options aujourd'hui dans une vraie démocratie. Alors, une production, une socialisation soutenable des surplus économiques doit prendre place aujourd'hui au sein d'un projet bien plus vaste que simplement, et je ne le dénigre pas pour autant, mais que simplement la soutenabilité environnementale, on est bien d'accord. Projet plus vaste qu'on peut appeler avec le penseur américain Murray Bookchin